Bienvenue à vous dans ce nouveau reportage où j'ai le plaisir de vous annoncer notre deuxième rencontre avec Jacques. Archéologue, chercheur, paléoanthropologue, cet homme a consacré sa vie entière à l'étude de l'homme et de ses artefacts. Souvenez-vous de notre première entrevue dans un reportage intitulé « Histoire d'évolution », une émission qui nous permettait notamment de retracer le chemin de nos ancêtres, notamment par la découverte des premiers outils de l'homme qu'il a lui-même su développer et réinventer, et ce, au service de sa suprématie animale. Une place d'ailleurs qui se traduit par sa fulgurante évolution technologique. Concernant le reportage d'aujourd'hui, eh bien, sachez qu'il sera porté sur l'art ainsi que sur les univers spirituels, de quoi rester dans le domaine des inventions humaines. Bonjour à vous, alors on va se revoir pour une deuxième fois, mais pour des objets tout à fait différents. On passe de la préhistoire à une période plus récente, si vous voulez bien me suivre. Voilà, alors on arrive là, je vous rassure tout de suite, c'est pas comme ça en permanence chez moi. Hein. J'essaie tous réunis pour expliquer un petit peu. Oui, alors je collectionne les objets religieux, notamment les crucifix, pas tant pour ce que ça représente du point de vue religion. Je ne suis pas plus croyant qu'un autre, mais c'est simplement pour expliquer la façon dont, au cours des siècles, les sculpteurs, les artistes ont représenté les positions, différentes positions de la crucifixion. C'est pas facile parce qu'un crucifié au départ, c'est pas beau à regarder. Donc il a fallu arranger un petit peu ça, parce que c'est quand même un dieu, quelque part. D'ailleurs, c'est le seul dieu qui est représenté mort hein, dans les religions. Voilà, alors si vous voulez vous approcher, là, je vais vous montrer, on va commencer par... Alors l'apparition des premiers crucifix, des premières crucifixions, c'est après l'empereur Constantin là, qui est devenu. Donc les premiers, on peut dire qu'au 9e, 10e siècle déjà, même les Vikings qui s'étaient convertis, avaient des croix un petit peu stylisées. Mais c'est que seulement à partir du 11e, 12e siècle qu'on trouve vraiment des crucifix, soit de procession ou à accrocher chez soi. Alors notamment, le plus ancien c'est celui-ci. C'est un Christ mosant qu'on appelle ça. Alors vous voyez, représenté, c'est du cuivre, c'est pas de l'or, hein, c'est du cuivre doré qui était fait à la feuille d'or, avec des pierres semi-précieuses, et la position du Christ est assez curieuse d'ailleurs, il est considéré comme debout, avec une couronne, avec ce que la jupe, ça s'appelle le périsénum, assez long, qui arrive jusqu'aux genoux, et puis les bras vraiment perpendiculaires, quoi. Alors ça évolue doucement, alors il y en a un autre aussi qui est ancien, un peu le même genre, mais ceci est en bronze doré. On retrouve la même couronne, les bras pareils, le périsonum qui arrive aussi au niveau des genoux. Et bon, c'est une représentation que l'on retrouve quelquefois aussi à Limoges. Les Christ j'en ai pas de Christ limousin, mais ce sont des Christ... J'en ai un, là, mais il est plus tardif. Alors celui-ci c'est la même époque. Je l'ai pas trouvé comme ça, bien sûr, je l'ai collé sur un onyx. J'avais trouvé, comme je faisais des recherches d'objets préhistoriques dans un champ, j'ai trouvé ça. Et bon, il a été amputé de ses deux bras par les machines agricoles, mais il a les mêmes principes, hein, il est un peu aplati aussi. Le périsonum qui arrive là, la couronne, il a un côté quand même art populaire. Hein. C'est pas du grand art, mais c'est peut-être un paysan qui l'a perdu, on ne sait pas. Alors après, on arrive au XIVe siècle. Alors au XIVe siècle, j'en ai un. Alors par contre, celui-là, il est de Limoges. Pourquoi de Limoges? Parce qu'il a des émaux, ce qu'on appelle les émaux de Limoges, qui représentent les 4 évangélistes.
stylisés par des animaux, Saint-Jean. J'arrive pas à voir, c'est pas très éclairé. Il y a un aigle, oui, l'aigle des Saint-Jean, je crois. Là, il y a l'agneau pascal que l'on retrouve derrière, ici. Et donc, alors, quelles sont les caractéristiques? Là, la couronne royale disparaît. Et le périzanum devient toujours aussi long, mais la position est plus tendue, plus logique, disons. Quand il y a une crucifixion, tout le poids du corps va vers les pieds en général. Alors bien sûr, c'est un objet qui était sans doute doré alors, puisqu'on voit encore des traces de dorure derrière, là. Et la petite histoire, c'est que ce crucifix, c'est un ami qui travaillait à Nantes dans une usine de récupération de métaux. Et il lui arrivait de faire des belles trouvailles et il a sauvé ça de la fonte. Ah, c'est un beau sauvetage. Ouais, c'est clair. Bon, il a sauvé aussi d'autres trucs, mais il y a notamment un canon en bronze aussi qui était parti pour être transformé. Voilà, il revient de loin. Alors donc on arrive après, alors, au XVe siècle. Alors là ça change. On aperçoit déjà le périzanum est beaucoup plus court, il ressemble à un maillot de bain presque. Hein. Et le personnage, on voit les côtes, c'est plus stylisé. Alors ça c'est quand même, je pense que c'est fait en, le genre de Christ qui est fait en Auvergne. C'est creux derrière bien sûr. C'est de la fonte creuse pour économiser un maximal de métal. Alors c'est assez stylisé, il y en a un qui est plus poussé ici. Et là apparaît, le périzanum a un nœud qui apparaît. Et son visage est beaucoup plus expressif. On voit la barbe, les moustaches. Il y a du détail. Ouais. Comparé à celui-ci, on voit bien, la stylisation se contente d'un trait pour la bouche. Et celui-ci est, voyez, fente creuse pareil. Alors ça évolue doucement. Alors par contre j'en ai un autre aussi, c'est celui-là, oui. Celui-ci est en bois, il est du 15e aussi. Alors au 15e, ce qu'il y a, c'est la position des jambes, on dit en rotation externe. Et c'est pas joli comme position, c'est vraiment disgracieux, les jambes sont écartées et... Bon, lui, il a la taille extrêmement fine, comme la plupart de ces Christ-là. Il n'est pas d'une grande beauté. Le bras, là, je l'ai restauré. Il manquait un bras. Mais c'est quand même très émouvant, donc il est en polychromie, c'est peint, quoi. Et il avait été barbouillé de peinture dorée, que j'ai patiemment enlevé avec du coton-tige et du décapant, et pour retrouver... la teinte originale. Alors lui, il n'a pas encore une couronne d'épines, il a ce qu'on appelle le tore. C'est comme un boudin sur la tête. C'est pas franchement encore une couronne d'épines. D'ailleurs, là aussi, je crois bien. Oui, c'est très stylisé, hein, ça on voit pas. C'est un peu le même genre, quoi. Ça fait comme un turban, quoi, en fait. Et ce n'est qu'après. Alors, si j'en ai un qui est plus ancien, j'ai oublié le plus. Celui-ci est le 13e, j'ai oublié celui-là. Alors, voilà, toujours la couronne. Pareil, le périzanum est un peu usé, mais on voit qu'il arrive jusque-là. Oui. Et il y a un aspect très moderne. Hein. J'ai montré ça à des gens, ils m'ont dit, mais c'est moderne ça. Mais je dis non, c'est pas moderne, c'est romano-gothique. Ah bon? Bon, le visage, il ne faut pas être trop difficile. Hein. Il n'est pas très très bien ciselé. Et la croix n'est pas d'époque, elle est ancienne, mais je pense que c'est un... On voit bien d'ailleurs, il manque une main, puis il n'y a pas de trou. Ça a dû être ajouté au siècle, peut-être au 16e ou au 17e. Et puis alors le croisement, toujours pareil, qu'on retrouve sur celui-là à peu près, là... Non, sur celui-là. C'est pas joli, quoi. Alors ils ont essayé de travailler à la fin du 15e, celui-ci, ils ont essayé de tendre la jambe gauche de façon à ce qu'il n'y ait plus cet effet d'écartement parallèle. Là. Il y avait quand même un essai là aussi, le nœud appareil du périzanum, et toujours la couronne d'épines torique, qui n'est pas encore épineuse, quoi. Alors ça c'est 14e.
à la fin, au début 15e, on les a vus, hein, c'est ceux-là, non, 15e celui-là, excusez-moi aussi. On passe à, attendez, il ne faut pas que j'en oublie, hein, parce que j'en ai tellement. Non, on va passer là, début 16e. Alors, quelle différence il y a? Là, il n'y a plus de couronne d'épines. Il n'y a plus de couronne, c'est toujours en rotation externe, les jambes. Par contre, il y a un petit téton qui servait à mettre une auréole, qui était fixée au sommet du crâne, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans celle-là, là. Derrière. Voilà. Mais elle a disparu. Alors c'est ça la différence, et puis le corps devient plus fin, plus précis. Et donc alors du 16e genre... Et alors oui, j'oublie de dire, toutes ces représentations, c'est le Christ mort. Il est représenté mort. Et à partir du 16e, alors ça c'est pareil, 16e, il y a une évolution au niveau de Périzénum qui devient beaucoup plus important. On retrouve, ça fait partie d'un dernier corps, quoi, en fait. À l'origine, les crucifiés étaient nus, hein. Mais c'est pas par pudibonderie que les gens ont rajouté ça, parce que je pense pas que les Romains se prenaient le temps de les habiller. Alors j'en ai un autre qui est de la même époque, là. Et là, ils sont toujours représentés morts. Voilà, encore un, sans couronne d'épines. Alors on arrive quand même à des détails anatomiques qui sont assez intéressants. Celui-ci est en buis. Effectivement. Bon, il manque toujours et souvent des doigts, ça arrive hein, au cours des siècles, c'est tellement manipulé par les gens. Et alors au début du 17e, qu'est-ce qui se passe? Totalement changé. Ah, il y a encore celui-là, j'ai oublié. Ça c'est 15e, il est espagnol. C'est ma plus belle pièce que j'ai, ça. Avec la tête, il y a la tête. Il y a du détail. Et par contre, en Espagne, il présente la couronne d'épines, qui est présente là par des petites excroissances d'ivoire. C'est un Christ en ivoire, on les voit là. Hein. Qui sont rajoutés après, donc la patine est exceptionnelle. C'est incroyable quand on pense qu'ils arrivaient à faire à cette époque-là, avec les outils de l'époque. Bon, il faudrait que je réfléchisse parce que oui, c'est le dernier du 16e, début 16e, c'est celui-là, oui. Alors ceux-là, ce sont des Christ d'art populaire. Alors c'est les trois mêmes, ils ont à peu près la même position d'ailleurs. Une position plus logique au vu de la crucifixion, tout le poids du corps sur les genoux. Et là, toutes les jambes basculent à droite. Elles sont plus en rotation externe. Elles arrivent... là, je ne sais pas si c'est pas le même sculpteur, parce qu'elles sont toutes... vous voyez? Il y a une ressemblance dans la position des têtes. Les positions des jambes, c'est les mêmes. Et j'avais cru trouver que c'était fait aussi dans le centre de la France. Alors celui-ci, c'est pareil, il n'a pas de croix. J'ai mis un truc, vous voyez, il est embêté à l'argenté. Alors on retrouve un petit peu les caractères de celui-là. Je pense que ça serait plutôt du sud de la France, d'après la façon dont il est représenté. Alors ça, ce sont deux croix là, en argent massif espagnol, du 16e aussi, 16e, 17e siècle. Ce sont des croix pectorales, c'est-à-dire que c'était les personnalités religieuses qui avaient ça autour du cou, les évêques, les cardinaux. Et ça, c'est des pierres semi-précieuses, ce ne sont pas des... Et on voit bien la... Alors, mais l'Espagne est tout à fait différente du traitement des Christ par rapport à nous. Il y a une légère différence au niveau des couronnes d'épines, par exemple, qui apparaissent très rarement en Espagne. Alors là, on est sur le... On arrive où? Le 16e, là, j'ai dit oui, 16e. Début 7e, il y a un changement. Le Christ, il n'est plus mort. Et il relève légèrement la tête. L'apparition d'un memento mori, c'est-à-dire stylisation de deux tibias et d'un crâne. Un titulus, qu'on appelle le titulus, c'est un riz. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ouais, ça, hein.
Ils avaient rajouté ça, alors très découpé, contrairement à certaines époques où il est beaucoup plus simple. Alors il y en a plusieurs sortes, celui-là, alors celui-là il est vraiment très laid. Et le pauvre il a une tête et il est en état. Mais vous avez remarqué quelque chose? Il a levé la tête. Oui. Là on arrive dans les Christ vivants là, maintenant. C'est-à-dire que la religion évoluant, il considère qu'il faut présenter le Christ pas mourant mais pas mort. Alors, ce qui donne là aussi du 17e, là, celui-là, qui est bien vivant et qui regarde vers le ciel. Alors, il a une petite histoire aussi, ce Christ, je l'ai acheté sur internet et il était recouvert de peinture marron. Mais après, je me suis dit, j'ai su pourquoi. C'est qu'il est en argent. À l'époque de Louis XIV, pour payer ses guerres, il avait réquisitionné tous les métaux précieux chez les gens. Et je pense que, comme c'est une peinture ancienne, craquelée, et c'est une peinture d'époque, qu'il l'avait barbouillé pour pas qu'il soit pris par les soldats qui venaient faire des réquisitions. Et quand je l'ai nettoyé, j'ai compris. J'ai dit, bah oui, c'est de l'argent. Alors voilà, on retrouve aussi le même genre ici, on va changer un petit peu d'endroit. Le regard est tourné vers le ciel, avec une tête de reproche envers son père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'est pas content, quoi. On voit bien qu'il est... Et la forme du corps, et alors là, maintenant c'est une précision anatomique de plus en plus. Hein. On voit le sternum, les côtes, la tension sur les différents muscles. Là, on voit qu'il prend appui sur ses jambes pour se redresser. Là, pareil. Alors celui-ci, c'est de la même époque, hein, c'est en bronze. Vous voyez, il a la tête un peu pareille. Toujours la même position du corps. Et ça, jusque tout le fin 17e, jusqu'au 18e, il a continué à être représenté comme ça. Alors celui-ci, je ne vais pas montrer, mais il n'est pas français, c'est la Renaissance italienne, celui-là. Ils sont assez différents, c'est du bois aussi, du bois polychrome. Je vais le décrocher, vous montrer le physique un peu ingrat qu'il a. C'est pas... il a une tête assez curieuse. Donc bizarrement, il a le torse qui est très très bombé, des petites pattes. C'est pas très une petite tête par rapport au corps, je trouve. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les sculptures, la tête est disproportionnée par rapport au corps où elle est plus petite. Ça dépend de l'artiste. Alors celui-ci, ben, c'est 18e aussi. Alors lui, il est bodybuildé au possible. Hein. Il a une carrure énorme. Et alors celui-ci est espagnol, 17e espagnol. Anatomiquement, c'est le plus beau de tous les Christ que j'ai, même dans l'expression du visage. Malheureusement, il a perdu ses bras. Mais dans la représentation d'une élégance incroyable. Hein. On voit d'ailleurs les muscles, les cuisses là. Les muscles, ce qui montre bien une connaissance de l'anatomie humaine que n'avaient pas forcément les premiers fabricants. Alors ce grand-là, alors c'est pareil, il était barbouillé, lui, mais en vernis marron. Et j'ai eu du mal, hein. Et j'ai découvert qu'il était marqueté en enlevant la peinture. Et il est assez beau aussi, celui-là. On retrouve toujours un peu le même physique par exemple celui-là. Ah, on retrouve pareil il y a des similitudes. Le périzénum, très important. Ça fait partie du décor maintenant, le nœud. Espagnol. Celui-là est catalan et l'autre en andalou. Pourquoi espagnol? On les reconnaît, c'est les seuls à représenter la Vierge aux 7 douleurs. Ils représentent une Vierge avec les 7 poignards dans le cœur. Il y a une Vierge aussi. Là. Alors là, le corps est émacié au possible, les petites jambes. Et là, on retrouve dans celui-là, on retrouve un peu celui-là qui est espagnol aussi, la position de la tête.
Chaque pays avait sa façon de représenter. Moi, j'en ai pas, mais il y a des Christ sud-américains qui sont extrêmement expressifs. Alors, celui-ci est un Christ, au début, je pensais que c'était récent. Mais non, c'est un Christ qu'on appelle maniériste. Donc ça serait 17e, 16e, 17e aussi. Il n'est pas très... Alors lui, par contre, ils lui ont trouvé moyen qu'il ait les jambes droites et ils lui ont mis un piédestal. Vous avez vu? Oui. Il est tranquille sur son... Ce qui n'est pas très très fidèle à stupide un homme, ça s'appelle. Alors celui-ci, j'ai refait sommairement un bras juste pour l'équilibre, je n'ai pas fignolé. Il lui manquait un bras. Pareil, il était peint en doré, j'ai décapé, et en dessous il y a une Marie-Madeleine qui le pleure avec son mouchoir, qu'on voit au centre là. Alors pareil, je pense qu'il va dater de la même époque que cela, quoi. Je ne sais pas du tout l'origine, hein. C'est la personne qui me l'a vendu. Il est arrivé cassé, d'ailleurs la croix était cassée. Les gens font pas tellement attention quand ils envoient ça. Alors voilà, celui-là est 18e aussi. Alors celui-là est disproportionné aussi. Il a un corps superbe, mais alors la tête ne va pas du tout avec, quoi. Vous voyez? C'est pas... Alors là, c'est expressif. Effectivement. Alors j'en ai un autre qui est 17e, là, 18e, il regarde aussi le ciel, celui-là, avec un air de reproche, une belle expression. Il n'est pas grand et on voit bien le... Et celui-ci, il manque... Ah si, il a un orteil qui manque, parce que en général, c'est les doigts. C'est tellement fragile l'ivoire que ça arrive au fil des manutentions à casser, quoi. Alors le problème avec l'ivoire, c'est que maintenant c'est interdit à la vente. Les objets en ivoire, avant 1960 ou 1970, je ne sais plus, il y a une loi qui interdit de faire les objets en ivoire. Mais je crois que même maintenant, les objets anciens en ivoire ont une cote en baisse à cause de ça. C'est qu'on ne peut pas les vendre comme avant, quoi. Alors il y en a un, bon, ah oui, je vais parler maintenant des fameux Christ que les gens disent jansénistes. Pourquoi jansénistes? C'est parce qu'ils sont représentés avec les bras dans l'axe du corps. Sauf cela, mais... Alors, les jansénistes, c'était une doctrine du XVIe, XVIIe siècle qui faisait un schisme avec la religion catholique. Ils estimaient que le Christ n'était pas né pour tous les hommes, mais que pour une... Il était né et mort que pour une partie de l'humanité. C'est-à-dire eux. Oui. Alors pour se différencier, pour montrer que le Christ n'avait pas les bras, venez à moi, il les mettait comme ça. Alors moi j'en ai un qui est vraiment janséniste, il n'est pas beau, mais c'est le seul, qui est représenté avec les bras comme ça, à vertical, quoi, complètement dans l'axe du corps, quoi. Et alors là, pourquoi ils ont fait les bras comme ça? Ce sont des Christ d'art populaire. C'est simplement comme ils sont en os, pour éviter du travail, par exemple comme celui-ci, à faire en deux parties, et bien ils faisaient dans l'axe de l'os. Hop, bouge pas. Vous voyez? C'était dans... Ils prenaient un os de vache et puis hop, on faisait les bras dans l'axe, ce qui donne cette position. Alors tout le monde, ceux qui vendent ça, rare Christ janséniste. Faut oublier que les jansénistes c'était des nobles. Donc ils se payaient plutôt des beaux Christ en ivoire ou en matière précieuse. Et ça, c'était vendu par les colporteurs dans toute la France. Les colporteurs, ceux qui faisaient du négoce, qui se promenaient dans les petits villages, et ils vendaient ça aux paysans. On trouvait ça souvent dans les fermes. Bon, l'esthétique sympathique, mais ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. C'est assez curieux quand même, comme celui-là, il est bien... Il a suivi la forme de l'os, quoi. Ça fait moderne, hein, il y a un petit côté moderne. Oui. Alors ça date du 19e, hein, fin 19e siècle, c'est pas très très ancien. Alors celui-ci, il a une particularité qui est assez rigolote, c'est en porcelaine de Paris. Mais alors le gars il s'est amusé, je sais pas si vous avez un détail.
C'est le seul que j'ai trouvé comme ça. Alors comment ça pouvait être accepté dans les familles, je ne sais pas. Et le périzonium a été fait volontairement trop court pour pouvoir... C'est marrant, j'ai trouvé ça rigolo. Un petit peu... Osé. Un petit peu... je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas scandaleux. Mais... Et alors donc on a vu tous les cristaux d'ivoire. Alors on va passer après au 19e, c'est-à-dire que le 19e, c'est le siècle de dévotion. On dit le Moyen-Âge, c'est le siècle de piété. Le 18e, 17e, le siècle de foi. Et au 19e, le siècle de dévotion. Pourquoi la dévotion? C'est que là, on ne se préoccupe plus du tout de la réalité historique. Et on commence à faire des Christs qui, à ma foi, sont très à l'aise sur la croix. Hein, c'est du beau travail, il faut reconnaître quand même que c'est du beau travail. C'était fait à Dieppe, ça. C'est les ivoiriers de Dieppe. Ils sont en position tranquille, quoi. Il n'y a pas d'expression vraiment comme là. Là, vraiment, le regard. Alors, ils sont représentés ni morts ni vivants, c'est pas trop. Alors, celui-ci, il a les yeux ouverts. Alors, c'est formidable parce qu'on voit, on voit les dents à l'intérieur. C'est quand même un travail remarquable. Ouais, c'est dans des heures de boulot, quoi. Ouais. Alors le problème, c'est que ça représente quand même chaque Christ la mort, il y a une petite mouche, la mort d'un éléphant. C'est ça qui est désolant. Alors celui-ci date de 1850. Déjà, ça commence à ressembler... alors les fleurs de lys, bon, ben, ça doit être encore sous la royauté, je suppose. Donc ça devait être Louis-Philippe ou Charles X, qui était... Alors après, moi j'arrête au 19e, moi. C'est-à-dire qu'après, je ne vais pas plus loin, parce que les Christ modernes, il y a des années 30 et tout ça, non, ça ne... Il n'y a plus d'envie de représenter la crucifixion, c'est vraiment du modernisme, quoi. Jusqu'au dernier des années 50, avec un fil de fer, on faisait un Christ. Les prêtres, dans les années, les années 60-70, les nouveaux prêtres ont déménagé toutes ces choses-là des églises pour mettre des Christs modernes. Et ils ont stocké ou quelquefois jeté, même jeté. Hein. Je me souviens, moi, où j'étais avant Saint-Jean-de-Boiseau, il y avait l'historien qui me racontait qu'il avait vu le nouveau curé, en train de brûler des chasubles brodées de fil d'or. Il disait « Ah, ça faisait comme des petites flammes bleues. » Ah oui, c'était l'or qui flambait. Alors il avait sauvé des bannières, comme ça, in extremis. Ah non, le nouveau curé ne voulait rien. Une grande croix en fer forgé. Et... Voilà, c'est marrant, l'histoire des religions. Alors je suis toujours à la recherche du Christ que j'ai pas, mais bon, un jour peut-être, je trouverai mon Christ limousin. Pourquoi pas? Voilà. Alors, je fais d'autres collections aussi. Je suis un amasseur compulsif, disons. Hein. J'aime bien aussi, dans la spiritualité, ce que représente la sculpture africaine. Mes connaissances, bon, je sais la plupart des origines, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Là, c'est la beauté qui parle, apparemment. Vous voyez, j'ai quelques exemplaires. Alors j'ai surtout des maternités, parce que j'aime bien les représentations des maternités africaines. C'est stylisé au possible. Hein. C'est leur vision de la femme. Les mains sur le ventre, visage. C'est les Sénoufos, ça. L'ethnie Sénoufo. On les reconnaît bien avec le visage toujours pareil. Celle-ci, c'est la plus ancienne. C'est la première que j'avais trouvée, celle-ci, c'est la plus ancienne. On m'avait dit que c'était la plus ancienne. C'est Baoulé, Côte d'Ivoire. Avec les scarifications. Et une chose que j'ai fait et qu'on ne doit pas faire, c'est qu'elle était recouverte de crasse et je l'ai enlevée. Et en fait, la crasse correspondait à la patine que donnaient les Africains en la touchant. Et bon, j'ai fait une grosse bêtise que je n'en fais plus maintenant, mais
faut surtout laisser les patines sur les objets africains. En plus, c'est une preuve d'authenticité, parce qu'il y a beaucoup de faux quand même, hein, il y a beaucoup de copies. Alors, celle-ci est assez amusante aussi, là. Alors, on reconnaît aussi les ethnies à la façon, aux coiffures. Les coiffures sont toutes différentes. Vous voyez, celle-ci aussi, là. Alors, celle-ci se tient à la poitrine. Et c'est souvent, là aussi, là aussi. Alors là, vous avez E.T. hein, dans le coin, là. C'est quand même incroyable hein, d'arriver à des stylisations comme ça, des figures. Alors les masques, c'est pareil, il y a une signification, ça ce sont des masques de danse d'âne. Celui-ci est très très beau. Je vais l'enlever, mais je ne le remettrai pas tout de suite parce que j'ai peur de le tomber. C'est un de mes plus beaux. Et on voit qu'il a servi, hein, il a la patine de quelqu'un qui l'a posé sur le visage. Un masque de course d'âne, Côte d'Ivoire, oui, c'est moi qui ai marqué ça. Ils sont pas trop petits. Bon, c'est pour les femmes, ça. C'est les femmes qui portaient ça. Les hommes avaient des plus grands. C'est vraiment un visage d'une beauté. Et la patine est quand même est jolie aussi. Il y a des trous de verre. Mais... Alors, les hommes, c'est beaucoup plus... Alors, je ne fais pas le principe des masques que tu devais se courir après, sans doute. Masques de course. Et alors, ce sont des... Qu'est-ce que j'ai encore en maternité? Ben, celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là aussi est moins belle, celle-là moins détaillée. Ils ont été anciennes aussi. Mais... Alors ça, ce sont des IBJ, des jumeaux, représentation des jumeaux. Les jumeaux en Afrique, jusqu'au milieu du 19e, étaient considérés comme malfaisants, donc ils étaient tués à la naissance. Et c'est un roi africain qui a décidé que maintenant, les jumeaux, au lieu d'être des êtres malfaisants, c'était des bénédictions. Donc ils les ont adorés et patinés et touchés parce qu'ils sont vernis par les mains qui les ont touchés. Alors là, c'est un homme et une femme, ça met des jumeaux. Enfin, ils ne se ressemblent pas trop quand même, mais c'est un petit peu quand même. Il y a un petit air de famille. Ouais. Là, c'est un homme, c'est pas des seins, là, il a une sorte de foulard. Ouais, c'est le frère et la sœur. Pas pour dater ça, c'est pas facile, mais je pense que ça doit être du début du siècle dernier hein, quand même. Le plus ancien, c'est celui-là, c'est un masque de chacal qu'on retrouve. Alors il est très abîmé parce qu'il a dû rester longtemps dans les cases. Il y a des xylophages qui ont fait leur œuvre. Et c'est le plus ancien que j'ai. Celui-là, il est 19e. Alors, ça a été rapporté de bonne heure par les missionnaires, ça, parce que les missionnaires, bon, je ne sais pas s'ils étaient conscients ou c'était pour se moquer, peut-être quand ils les ramenaient, vous voyez comment ils nous représentent. Et c'est eux qui ont ramené les objets les plus intéressants. Quoi. Il y a les fameuses poupées aussi, les poupées de... Voilà une, les poupées à Chantilly. Là, il y en a une. Les stylisations, c'est assez rigolote aussi, avec la tête ancienne, on voit que la patine est... Parce que celles qui sont faites actuellement, ils patinent avec du chocolat, on voit bien tout de suite que c'est pas... Et puis ils ont perdu le sens de leur sculpture. Avant ça avait un but religieux, tandis que maintenant c'est pour le touriste, hein, c'est pas pareil. Ouais, effectivement. Donc le touriste... Mais ils arrivent quelquefois, il y a quand même des artisans là-bas qui arrivent bien quand même à interpréter. Alors ça, c'est pareil. C'est une statue qui était faite pour une Télème Dogon, Soudan français. Donc c'est vieux. Orante à Hama, dieu de la pluie. C'était pour attirer la pluie avec les bras. C'est les deux mains hein, qui sont... C'est bizarre, hein, cette stylisation. Très lourd le bois, c'est très très lourd. Alors que les masques, c'est un bois léger, c'est normal. Si on trouve un masque en bois lourd, c'est un faux. Et jamais ils vont mettre un masque. Ouais. Les Télème, les Dogons, je ne sais plus quel pays. Bah si, c'est le Soudan. Le Soudan, ça correspond à quoi maintenant? Je ne sais plus. C'était les anciennes colonies. Alors beaucoup de colons ont ramené des... Alors ça, c'est
ce qu'on appelle un couteau de jet. J'ai trouvé une écriture là. C'est pas facile à lire. J'ai de la documentation, une date, 1887. Alors ça, c'était les rois qui avaient ça. C'était une arme de prestige qui pouvait couper, hein, bien sûr, hein, mais c'était surtout une arme comme un sceptre, quoi. Alors, avec ces petits ergots caractéristiques. J'avais lu pourtant le jour, mais... Abaya. Une vieille écriture à l'encre. Mais j'ai retrouvé sur mes documentations, c'est bien ça, hein, c'est bien avec les... Ils n'ont pas tous cet ergot là. C'est pareil, c'est très coupant, hein, on peut très bien couper une main ou... Alors ça aussi c'est très très rare. C'est un instrument pour les chefs. C'est pas un chasse-mouche, hein, c'est un... C'est pour faire de l'air. C'est Fang, Gabon 19e. En matériau, il y a quoi comme du cuir dessus? C'est de la peau d'éléphant. D'accord. Oui. Avec... Alors ça c'est ancien et c'était pas le roi qui s'en servait. Hein. C'était le serviteur. Qui... Alors ça c'est les deux pièces les plus rares que j'ai. Et c'est une pièce énigmatique aussi que j'ai là. Attendez, je vais poser ça. On aura le temps de les rapprocher après. C'est celle-là. Alors bon, il y a des dents qui ont disparu. Ce sont des dents de lion et des griffes de lion. Pourquoi? Il y a un petit bonhomme là qui apparemment est aveugle et n'a plus de main. Et qui est scarifié de partout. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'était... ils ont coupé les mains volontairement ou... Ça a une signification. Naturellement, bon, les gens ont dû prendre ce qui était facile à enlever. Est-ce que ça c'est intéressant? Ça les intéresse, les dents de lion? Ça, j'ai aucune idée. Ça, c'est pareil. Ça, je pense que c'est du Mali, avec le cheval. Alors, ça devait être utilisé pour jouer. Ou pour... vous voyez, il y a des coris dedans qui sont tous limés de façon à rester plats. Ou c'est peut-être un instrument de... Alors, il y a plein de signes cabalistiques. Hein. Ouais, soit un jouet, soit... divinatoire. Ouais, pour les esprits. Oui, sa façon dont il les jetait, alors s'ils étaient comme ça ou comme ça, je sais pas. L'ancêtre des cartes. Peut-être bien, oui. C'est marrant avec son petit... Alors ça, j'ai pas assez de connaissances. J'en ai vu une fois passer sur Internet, mais la personne en savait autant que moi. Alors ça m'a rien appris. Voilà. Alors en Afrique, qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant? Ben ça, c'est une corne libatoire. C'est une corne de zébu, qui est utilisée pour les libations. Alors c'est intéressant, il y a tous les symboles, il y a la vache, il y a l'éléphant, il y a des poissons, il y a une tortue. C'est plein de symboles quoi en fait. Hein. Ça servait à... j'ai marqué, j'avais dû trouver ce que c'était. Bamoun, Cameroun. Voilà. J'en ai une autre qui est plus ancienne, qui est assez rigolote. Attendez que je mets ça là. Dans la façon de représenter, c'est une coupe de libation, celle-là. Coupe à vin de Palme Cuba, Congo, fin 19e. Alors il représente un silo, c'est assez marrant, hein. Un silo à céréales, avec ses deux pieds, et puis apparemment il manquait un pied, puis ils ont mis un petit bonhomme pour... Il y a de l'humour pour remplacer le pied manquant. Alors, ils trouvaient ça formidable. Alors ça on les trouve dans les bouquins, donc on arrive à dater, parce que maintenant ils font plus ça pour le tourisme. Et puis il y a quelque chose aussi qui est intéressant en Afrique, c'est les reliquaires. Les gens des cas. Et d'abord on va changer de place. Il y a un reliquaire. Alors à quoi ça correspond ça? C'est pas un reliquaire quota, j'en ai pas de quota, mais c'est un...
Oh, je ne sais plus le nom m'échappe. Alors celui-ci, il y a 2 représentations, il y a 2 têtes. Et ça servait à mettre les os. C'est pas des os qu'il y a dedans, là, rassurez-vous. J'ai mis des pierres pour que c'était les os des ancêtres qu'ils mettaient dans ce petit panier là. Et c'était, ils adoraient. C'est très moderne hein, comme civilisation d'un visage, je trouve ça formidable. Ils n'ont rien inventé, hein, les cubistes. Alors, les os ont disparu, il reste l'essentiel. Alors surtout pas nettoyer parce que c'est du cuivre. On serait tenté de les rendre bien brillants, hein, comme c'est vrai. On en voit des reliques Erkota, mais ils sont comme tout neufs, parce que les gens les ont astiqués. Chose qu'il ne faut pas faire. Faut laisser la patine du temps, surtout dans ces choses-là. Quelquefois, bon, quand c'est barbouillé avec de la peinture marron, on peut se permettre. On sait que c'est pas d'époque, quoi. Voilà, alors l'Afrique, qu'est-ce que j'ai encore d'Africain? Moi, j'ai... Épopée, on a vu. Ah, c'est ma dernière trouvaille, ça c'est un signé, un casque signé. Et c'est Bambara aussi, Mali. C'est du Mali, hein, Bambara. Alors, et puis il est authentique parce que cet oiseau, enfin, je pense que c'est un oiseau, comment on appelle ça, qui chassait les reptiles, un serpentaire. Et le bec a été cassé et ils ont recollé avec une résine locale, une espèce de résine, on voit bien la cassure ancienne. Et c'était mis sur la tête, ça, ils posaient ça derrière, je pense, ils dansaient avec ça. Alors la signification, c'est d'une femme stylisée avec un serpentaire. Alors c'est curieux, j'ai trouvé ça à Emmaüs. Et celui qui me l'a, je lui ai demandé le prix, c'était un noir, mais il ne savait pas du tout ce que c'était. Il me l'a fait à 1 €. Ils ont oublié leur coutume et tout, hein, c'est curieux. Alors j'en ai d'autres d'Afrique, oui, là-bas aussi. Alors ça, ce sont des 2 masques Fang. L'ethnie Fang est assez curieuse, c'était porté, quelqu'un avait fait une bêtise dans le village, et la punition, donc, soit il était fouetté, et il choisissait quelqu'un du village, mais il ne fallait pas qu'on sache qui c'était, qui allait lui donner la correction. Donc c'est pour ça qu'il y a des toutes petites fentes, pour pas qu'on voit le regard de la personne qui punissait l'autre. Alors il y en a certains, il y en a un qui s'est vendu à Drou, pas cela, hein, mais qui était beaucoup plus artistique que ça, je crois qu'il s'est vendu plusieurs millions d'euros. Un masque Fang. Mais il faut s'y connaître, hein, vraiment. Hein. Alors celui-ci est marrant, c'est un masque du Cameroun. Mais en fait, les yeux sont pas là. Hein. Quand on le porte, les yeux sont là. C'est assez impressionnant sur le visage. Il y a ça aussi qui est rare. Je l'enlève. J'ai vu qu'est-ce que c'était. Un masque Karawamba. Bois Igouya, Burkina Faso. Alors ça, c'était des masques qui étaient portés lors des obsèques d'une personne. Alors il les tenait sans doute par là, puis il portait comme ça. Il le portait comme ça par la poignée. Et il y avait la représentation de la morte, mais jeune. Toujours sur le sommet du cimier. Alors elle était amputée d'un bras au cours des ans, et elle a dû être recollée, mais c'est perdu. Effectivement, c'est impressionnant. Il y en a des plus grands que ça. Hein. Il y en a qui font plusieurs, même 2 mètres de haut. Je ne sais pas comment ils arrivent à tenir ça sur la tête. Enfin si, il y a la poignée là qui permet de le tenir ici, hein, c'est symbolique. Alors ça c'est ancien, on trouve ça quelquefois dans les brocantes, c'est rare dans les brocantes, ou à Emmaüs, ou c'est tout, dans les salles des ventes j'y vais pas parce que c'est hors de prix. L'intérêt... Alors on n'a pas parlé aussi de la tête de mort là, qui n'est pas africaine. Cette tête de mort. Alors en Afrique, ils n'ont jamais représenté les têtes de mort dans les sculptures, on n'en voit pas. Celle-ci, là. Ça, c'est du Népal, c'est népalais. C'est le dieu Sittipati. Sittipati, c'était le dieu, quand il y avait un enterrement, il y en a un qui revêtait ça, parce que c'est le dieu qui se rit de la mort, en fait. C'est le dieu des cimetières qui se rit de la mort. Ouais, il se moque de la mort, quoi. C'est un personnage qui... Enfin, je ne sais pas s'ils le font encore, peut-être, hein, à moins que la Chine leur interdise, mais c'est possible.
Ils doivent continuer encore à faire ça, je pense. Alors, mais il y a des objets superbes. Alors là, dans le fond, le petit bonhomme qu'on voit là, Rouge. très coloré, c'est une, oui, c'est une représentation, on appelle ça des statues coloniales. C'est comme ils voyaient les Blancs. C'est censé représenter un soldat blanc. On voit le képi, l'épée, ça fait un peu se moquer de nous, quoi. On n'a pas le teint si rose. Et ça, c'était fait, on sait pas très ancien ça, mais c'est amusant. Il y en a qui sont vraiment drôles. Quand ils veulent représenter les Blancs, c'est caricatural, quoi. Alors que eux, en général, à part, il y a eu je crois que c'est au XVIIe siècle, ils ont représenté des visages en bronze, mais vraiment, réalistes, hein, mais ça, j'en ai pas. C'est dans les musées, ça. Autrement, c'est très stylisé, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est le... Regardez celui-là, on dirait un masque cubiste. C'est vraiment... hein, c'est le minimum syndical. Hein. Alors celui-ci est assez ancien aussi, mais j'ai pas pu trouver avec ces plumes de poulet là. Et j'en avais parlé à un Africain qui était au club de Cœur et Santé avec moi, et puis il m'a dit, mais tu sais que les plumes là, elles peuvent te jeter un sort, qu'il m'avait dit, parce que ce sont des plumes qui sont mises à bon escient. Alors, il m'a fait peur. Non, il m'a jamais rien arrivé de terrible. Je pense qu'il y a de la croyance. Il y a des statues où il y a des clous plantés aussi, plein de clous, des statues maléfiques, et j'en ai pas. Lié au vaudou, tout ça. Oui, un petit peu. Magie noire. Ouais. Alors ça, il y a une petite bonne femme aussi qui est marrante, c'est une femme enceinte. J'avais su ce que c'était, j'ai perdu l'étiquette depuis. Il mettait quelque chose dedans. Alors c'est de la terre cuite, ça, c'est plus du bois. C'est pas très flatteur hein, pour la dame, hein, quand même. Des bonnes joues. Et je pense que ça devait, il y avait quelque chose dedans et c'était sans doute pour la fertilité. On retrouve un peu ça ici aussi, mais c'est pareil. C'est marrant, hein, comme les joues, les grosses joues. Et chaque ethnie a sa façon de représenter, c'est ça qui était formidable. Alors là, il y a des boîtes. C'est une boîte là, pour mettre les colorants, pour mettre sur le corps. J'en ai une là ici. Je vois qu'il y a encore du colorant rouge dedans. Boîte à phare, oui, qu'on appelle ça. Ouais. Il y en a une autre là où il y a une tête. On voit qu'il y a eu du colorant dedans. Mais c'est beau, hein. C'est pareil, c'est moderne, c'est... Ouais. Alors j'ai quelques chinoiseries, mais là c'est vraiment le hasard qui me les fait trouver. Là, c'est sans doute Bouddha, vu ses oreilles. Et quand je l'ai trouvé, il était recouvert de peinture. J'ai laissé là, la peinture qui était là. Elle était toute comme ça. Et puis je me suis dit, c'est moche, j'ai gratté, en dessous j'ai vu qu'elle était plaquée or. Et qu'elle avait été restaurée anciennement, puisqu'il y a des marques le pied a été refait. Et tout ça c'était peint. Donc ce qui montre quand même que c'est une chose, mais c'est pas un vrai diamant, j'ai cru, mais c'est un fou. Alors ça m'intriguait, la pastille en ivoire. Là. Et j'ai mon fils qui est musicien, il a été au mois de septembre l'année dernière en Chine, juste avant le Covid justement. Et j'avais pris une photo, j'ai dit si tu connais quelqu'un qui parle, il y avait une interprète bien sûr là-bas, une chinoise qui parlait français, il lui avait demandé ce que ça signifiait et il lui a dit que c'était ministre. Ça veut dire ministre, chef. Et c'est une pièce de jeu. Ouais. Le jeu de Go, je crois, un truc comme ça. Là. Alors ministre, peut-être parce que c'est le patron, je sais pas. Enfin, je sais ce que ça veut dire maintenant. Et il a échappé belle, lui, il était là-bas en septembre. Il a fait toute la Chine, toutes les grandes villes de Chine. Et il ne parlait pas encore du virus, hein, heureusement. Alors ça, c'est pas du tout africain, ça c'est une loupe de dentelière. C'était utilisé jusqu'au 19e siècle avec une bougie derrière.
Si on met une bougie, ça éclaire et l'effet loupe, elle pouvait travailler, faire de la broderie ou de la dentelle le soir. Ça fait un effet loupe. C'est de l'eau qu'il y a dedans. Hein. Ils mettaient de l'eau. J'en mets plus. Avant, j'en mettais une bougie derrière et puis ça fait un halo. C'est assez curieux. Hein. Mais ça, c'est pas antique. Hein. C'est pas une antiquité. C'est quelques objets chinois. Là, c'est une pipe à opium. Je sais pas comment ils fumaient ça. Ça va être vietnamien, ça, je pense. C'est pas chinois, ça. Ça, c'est une coupe libatoire. Mais faut dire si elle est authentique, je sais pas, parce que les Chinois font tellement de belles copies. Ils sont très très doués là-dedans maintenant. Alors ça, c'est une femme de cour en ivoire. Au début, j'ai cru que c'était de la résine, quand j'ai trouvé ça, puis j'ai vu que non, c'était de l'ivoire. Alors cette couleur-là, ils le donnent et ils teintent dans le thé. Ils aiment bien les ivoires un peu jaunes, donc ils le font tremper dans le thé. Et elle a un geste, je sais pas si vous voyez la main, là. C'est pas une cigarette hein, qu'elle lâche un mégot, mais ça a une signification, sûrement. Je sais pas ce que ça veut dire, mais comme ça. C'est une dame de cour qu'on appelle ça. C'est beau, voilà. Ça c'est de l'ivoire aussi. Mais... ça c'est japonais, ça. Une musicienne, c'est japonais. Ah, malheureusement, il manque une partie du drapé, là, ici, là, qui devait faire ça. Il en manque une grande partie, là. Mais on voit les visages, on voit tout de suite, c'est pas les mêmes, hein, c'est japonais. Tout ça encore en éléphant. Des fois, ça m'embête quand même. Enfin, on peut rien y faire. Hein. Ça, c'est des représentations. C'est du faux jade, ça s'appelle de la néphrite. Le jade, on v'là du vrai, là. C'est pas du tout la même. Ça, c'est du jade. Ça représente une femme, une gangling, sans doute, toujours la fameuse déesse qu'on voit, avec des oiseaux. Là, c'est un oiseau. Et c'est pas du verre, hein, parce qu'on voit les inclusions ici, on voit que c'est de la... Ça c'est du vrai jade. Ça c'est du néphrite, c'est pas du vrai jade. Parce que le vrai jade, c'est comme du verre, on voit... Ouais. C'est incroyable, hein. Sculpter ça, je sais pas comment ils font. Je ne sais pas. Alors, il me semble qu'il m'a manqué un petit bout du bâton, malheureusement. Et puis on voit que c'est de la pierre, parce qu'il y a des veines dedans, et les veines, les défauts, il y a des défauts, hein, la pierre n'est pas parfaite. Mais... alors curieusement, ce jade-là, il ne vient pas de Chine, il l'importe. Je ne sais plus quelle région maintenant, je ne sais plus où. Mais... en Chine, il n'y en a plus. Ils en ont tellement pris que à la fin, les mines de jade, hein, ça se termine. Je crois que c'est au Canada qu'ils en trouvent aussi maintenant. J'ai vu des émissions à la télévision. Alors ça, c'est un pot à pinceau. C'est de la pierre de lave, ça. C'est une pierre de savon. C'est tendre, ça. C'est pas vieux non plus. Hein, là, c'est un cheval, un petit cheval. Pareil. Pierre de savon. C'est incroyable le travail quand même. Ils arrivent encore à faire... Quand on voit les anneaux là, bon il y a eu un accident, c'est pas moi, hein, mais j'ai acheté comme ça. Les anneaux sont faits dans la masse. Donc ils ont sculpté autour du trou. Ouais, c'est vraiment avec les Chinois pour faire ça. Hein. Il y a du travail. Hein. Ouais. Ça s'appelle un truc à encens, je sais pas. J'avais trouvé des modèles, mais celui-là il n'est pas très vieux, hein, je pense. Alors j'ai un beau vase aussi de l'époque verte, là, le grand vase. Il y a plusieurs époques parce que les dynasties en Chine, c'est pas comme les rois, nous ça dure des siècles. Hein. Il y a des Ming, c'est plusieurs siècles. Et il y a les séries vertes, les séries bleues, il y a plusieurs genres. C'est toujours très délicat, les peintures chinoises. Alors celles-ci sont
C'est souvent des scènes de bataille, on retrouve, vous avez marqué ce que c'était, parce que moi j'ai vu des fois, il y a tellement... En préhistoire ça va, mais les autres... base chinois... Porcelaine de Nankin, voilà. Et ça représente souvent des scènes de bataille. On voit des... C'est pas des samouraïs, parce que les samouraïs c'est en Chine, au Japon. Mais ce sont des scènes de bataille avec un empereur, des personnages différents. Il y a les serviteurs qui attendent que ça se passe. C'est un genre de BD, c'est assez amusant. Et toujours la perle, et puis les chiens de faux. Là j'ai la perle, mais c'est pas les mêmes dessins. C'est encore autre chose. Il y a la chance, bon ils sont accidentés, mais il y a les couvercles, parce que souvent on ne trouve jamais les couvercles. C'est un peu plus clair. On voit toujours l'empereur, ils ont des têtes sympas. Hein. Alors celui-ci, il rigole, je sais pas de quoi. Alors ça a été fait au 19e. Hein. C'est à l'époque Napoléon III, il y a eu un engouement pour les arts chinois en France. Et même certaines manufactures françaises se sont mis à faire dans le goût. Mais bon, ils n'arrivaient pas à faire pareil, le craquelé, hein. C'était pas réussi pareil. Ça c'est japonais, ça c'est Satsuma. C'est une façon différente, c'est de la porcelaine par contre. C'est la porcelaine émaillée. Alors ça ne veut pas être vieux parce que c'est marqué Made in Japan. Alors, je suppose que... Hein, bon, on est 50, disons. Mais ils travaillent quand même à l'ancienne. Hein, voilà, c'est des collections d'assiettes. Alors je me suis amusé à garder que les coques au départ. Je voulais des coques. Une culture majoritairement française quoi, pour les coques. Oui. Alors là c'est français, hein, il n'y a pas de problème. Alors des différentes manufactures. Les plus anciennes c'est celle-ci, ça c'est la faïence de l'Est, 18e, avec les cerises, de coque aux cerises. Et puis il y a différentes époques, c'est surtout 19e, hein, ça, 19e. Mais alors il y a une certaine élégance dans le geste. J'aime bien moi. Alors celle-ci, ce sont des assiettes de Malicorne. Quand ce coq chantera, mon amour finira. Ça veut dire que, bon, comme il chantera jamais, le coq, son amour finira jamais. Quoi. Et là, j'avais trouvé dans la Loire, c'était au Pont de C. J'avais trouvé celle-là, donc ça avait du mal finir. Elle est usée par le sable. Elle a été arasée elle est restée quand même pas mal de temps au fond de l'eau. Et sans doute que la femme, elle n'en voulait plus, elle l'a achetée comme ça. Et ça, c'est 19e, ça. C'est Malicorne. On mettait souvent le nom de là, c'est Bernerie, c'était le nom de la mariée. Ça, c'est récent aussi. C'est la faïence de l'Est, mais elle est récente, celle-là. Alors que celle-là est ancienne. On voit la couleur, c'est pas du tout la même. Hein. Les faïences de l'Est, j'en ai pas mal. Hein. Ça aussi, c'est les faïences de l'Est. Alors ça, c'était une assiette 18e, qui était chez ma sœur dans le sud. Elle y était beaucoup, elle avait toute une collection d'assiettes de cette époque-là. Et mon chien avait poursuivi son chat qui, en sautant, avait fait tomber l'assiette, cassée en deux. Alors elle m'avait dit, je veux plus la voir, je te la donne, tu la recolleras, mais je ne veux plus la voir. Alors je l'avais recollée, ça se voit pas trop. J'étais quand même assez embêté, parce que je sais qu'elle tenait à ses affaires. Alors... bah, directement c'est son chat, mais bon. Voilà. Ah, c'est Madame Récamier. Bonjour Madame. C'était la fameuse... dame qui a inventé le récamier, le siège. C'est marqué Houdon, mais en fait c'était la fabrique de moulage. Parce que Houdon c'est un sculpteur au départ, mais c'est pas lui qui a fait ça. L'original, je me souviens plus du nom, c'est un Allemand, je crois, je ne sais plus. Mais je la trouve très belle. J'avais trouvé une vente à Emmaüs et je ne l'avais pas donné quand même. Les ventes, les beaux objets, ils ne les donnent pas. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai encore là? On a vu ça. Ah ben ça. Alors ça date de la guerre de sécession. Excusez-moi les crucifix, on va changer l'époque. Alors il manque juste ce pouce là, il y avait un retour. C'est une tirelire. Alors comment elle fonctionne? Vous voyez, il mettait $1 sans doute à l'époque.
Il y a une petite manette derrière, puis regardez bien le mouvement de les yeux et la bouche. Ah, elle est un peu trop grosse, ma pièce. Ouais, elle est trop grosse. Faudrait plus petite. C'est pas fait pour les grosses pièces. Ah non. Non, elle va pas. On voit bien, elle est trop grande. Elle va pas dans le... Si. Et vous voyez le sourire de contentement. Alors ça, c'est typique de la ségrégation là-bas, les Africains, comment ils représentaient les Noirs, les Américains. C'est jamais à leur avantage. Hein. Ouais. Il n'y a pas que... En France aussi, hein, j'avais trouvé une balayette. Je me semble que c'est anglais. Une balayette avec une stylisation d'africaine dessus. Là. Ah. Ouais, je suis en Angleterre, c'est anglais ça. Ben, il y a des gens qui collectionnent ça, ces objets un petit peu, disons, coloniaux, quoi. Alors là, j'ai une tête des Thaïlandes, ça, du 15e. Ça aussi, c'est... Mais je connais mal, je ne peux pas dater précisément. Alors ça, par contre, c'est avant le bouddhisme. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'il a encore les grosses boucles d'oreilles. Parce qu'après Bouddha, d'ailleurs, s'ils ont les oreilles comme ça, c'était le poids des boucles d'oreilles qui les détendait. Et Bouddha, je crois qu'il avait interdit, c'était un noble lui, il faisait partie de la noblesse. Et comme les moines, il avait fait vœu de pauvreté, il avait dû enlever tous ses bijoux, donc ses oreilles étaient restées... Et alors qu'après, ils sont tous représentés comme ça. Et là, il les a encore. Donc je pense que c'est Parvati, la femme de Vishnu. Donc ça remonterait quand même au 9e siècle. C'est du grès. Hein, on voit bien que, je ne sais pas si c'est hindou ou il y a pas mal de pays. Hein. Enfin, en tout cas, c'est les perles, c'est une reine, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. J'ai trouvé ça Emmaüs aussi. On trouve des trucs, hein, des fois. Hein. Voilà. Alors on entasse. Là-haut, c'est un Saint-Martin qui vient d'une église de Vendée, qui a été peinte et repeinte par une multitude de sacristains, jusqu'à ressembler à un manège. Et elle était tombée, ils n'en voulaient plus, ils avaient remplacé par une superbe statue en plâtre, qui n'avait aucun intérêt, puis j'ai récupéré celle-là. Donc elle n'a plus de pied, parce que vu qu'elle a chuté quand même d'assez haut. Et c'est marrant la façon dont ça a été. Au début, je voulais la décaper, et puis je me suis dit non, autant laisser... ça fait vraiment... Il y en a des couches, hein. Il y a au moins 4-5 couches. Dès qu'il devait y avoir de la fumée de cierge, il devait repeindre. Voilà. Alors, il y a pas mal de... Alors ça, bientôt, vu le temps, je vais être obligé d'enlever le tableau parce que ça rafraîchit. Hein. Là, c'est un tableau de Slitin. C'est un peintre russe qui a été émigré en France, qui était connu surtout par ses scènes de la vie parisienne. Mais il a fait des marines quand même, de bonne qualité, parce qu'on voit qu'il connaissait bien la mer. Alors ça représente, c'est un tableau qui est daté de 1925 derrière. Ça représente un cotre. Les cotres, c'était les derniers voiliers quoi, qui servaient à transporter la marchandise. Alors, il y a tout un tas de petits personnages. Et ce qui était bien, c'est cette lumière qui tombe là sur le navire. C'est pas une toile, hein, c'est sur bois. Il y a du métier là quand même. Et puis ça correspond juste à ma cheminée. Alors j'ai dit j'ai trouvé la place. Bon, on la voit plus l'été parce que je l'enlève. Voilà, là il y a une collection de bénitiers. Je ne sais pas si j'ai gardé ça. C'est toute époque. Surtout 19e. C'était mis au-dessus du lit en général, pour que les gens faisaient le signe de croix. J'en ai un qui est beaucoup plus ancien ici, qui est gothique. Celui-ci est en bronze. Alors avec triobé là comme ça, donc on connaît bien l'esprit gothique. Hein. Ça c'est pareil, comme on a vu tout à l'heure, c'est fin 15e avec les genoux. Alors là, j'ai pas montré celle-là. Celle-ci est intéressante, c'est une croix cathare.
qui a été trouvée, c'est vieux, hein, croix d'argent cathare trouvée à Péra-Pertuise, en Dhuyac, le 18 octobre 1867. Donc c'est 12e siècle, hein, les cathares. Ouais. Elle a été portée et usée, hein, mais elle a été perdue. Enfin, ils ont été complètement massacrés par le roi de France. Ils étaient dans le sud, là. Ils faisaient un petit peu comme les jansénistes. Ça ne plaisait pas du tout au roi, donc il les a massacrés. Ceux qui ne voulaient pas ça ont été massacrés, les cathares. Et ça, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé dans le sud, dans un vide-grenier. Ils ne l'ont pas donné non plus. Hein. Ils savaient ce que c'était. C'est écrit derrière. Ça, c'est le même auteur. C'est Slitine aussi. C'est le même que ça. Ça, c'est un illustre inconnu. Ça, c'est un Monticelli. C'est un peintre marseillais de l'époque de Cézanne. D'ailleurs, Cézanne était un admirateur de Monticelli. C'est très moderne hein, comme peinture. C'est fait au couteau. Et ça rend bien l'expression du visage. Pas du visage, mais du cou. On voit le... Non, parce que mes tableaux, je ne mets pas tellement... Il y a celui-là que j'avais fait quand je collectionnais les guerres de Vendée à l'époque. J'étais parti dans un tableau historique, mais j'ai eu du mal à le finir. Un manque d'inspiration. Alors je me suis représenté quand même dans un coin, mais pas trop près quand même, parce que j'aime pas trop la bagarre. Et je me suis représenté... J'étais jeune à l'époque, je me suis représenté là. Donc je sors du cadre, je suis pas à l'affrontement. Et puis il y a pas mal d'amis, hein, ça c'est un copain, et un autre là, puis il y en a un qui me dit bah, tu m'as pas fait, ben, je dis si t'es là, regarde, on voit les pieds. Alors là c'est supposé la Rose Jacquelin. Et là bon il y a très peu de. J'avais moins d'inspiration pour les bleus. J'ai tout fait au couteau à palette. Un petit couteau là. Combien de temps de travail en tout? Oh là je suis resté 2-3 ans dessus. J'avais arrêté à la moitié, là j'avais plus du tout d'idée, je me disais mais oui mais comment je vais faire? Et puis petit à petit j'ai réussi, j'ai dit tiens bon, on va les mettre en minorité, ça m'arrangeait. Et puis j'ai mis tous les uniformes qui étaient sous la Révolution, la garde nationale, le chasseur, avec le général. Là, on a été exposé là quand je faisais, et puis le pauvre tambour qui est mort, le jeune tambour. Dans les guerres de Vendée, ils l'ont exposé plusieurs fois dans les expos. Là. Et concernant votre parcours, est-ce que vous avez fait de la peinture Ah ben, j'ai fait 3 ans de Beaux-Arts et puis j'ai arrêté en 68, comme il y a eu les événements de mai 68, c'était la pagaille, toutes les écoles ont été fermées. Et puis bon, ben, je me suis mis au travail, j'ai rentré dans une librairie et puis c'est là qu'après je continue. Après j'ai fait de la musique aussi, j'ai fait de la musique des Andes pendant 2-3 ans. Il y a encore quelques instruments. Et c'est là que j'ai connu ma femme. Je faisais la manche à Nantes dans un grand café, le café du commerce. À l'époque, c'était courant. On venait dans les cafés, on jouait, puis on faisait la quête. Et puis il y a une madame qui était là avec sa copine. Et puis depuis, elle me suit. Ça fait 50 ans. Et j'ai revu il n'y a pas longtemps, là, sur les bords de Loire, il y a une guinguette. J'ai un de mes amis que j'ai retrouvé, là, que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Il continue, lui, il fait partie d'un groupe à Moidon. Bon, il a été plusieurs fois en Bolivie. Lui, il est accro, vraiment accro. Bon, c'est une musique qui a plu pendant 30 ans, 20-30 ans, mais maintenant, ça n'a plus tellement de... Je ne sais pas si vous avez connu ça, tous les Boliviens qui avaient en ville. Pas beaucoup. Vous voyez, hein, sur les vides-greniers. C'est une musique qui, à l'époque, un succès fou. Hein. On était vraiment demandés de partout, on était déguisés bien sûr en poncho et bonnet, jusqu'au jour où on est tombé sur un vrai Péruvien qui commence à me parler en espagnol. Il était très surpris qu'on ne soit pas, et ça m'a fait plaisir quand même, parce que j'ai dit on doit bien jouer, parce qu'il a cru qu'on était des vrais. On chantait en espagnol, pas toujours comprenant bien ce qu'on chantait, mais enfin, on faisait illusion.
Bon, on n'était pas les seuls groupes français, hein. Il y a dans plusieurs régions, il y a eu Los Chacos, qui était aussi français. Il y avait même un blond dans la bande, alors vous voyez, c'était pas très typé. Hein. Voilà, alors la musique, la peinture, la préhistoire, comme on a fait l'autre jour. L'histoire aussi m'intéressait, les guerres de Vendée, mais je m'en suis séparé il y a 2 ans à peu près. J'avais pas mal de choses. Faut que ça vive, une collection, c'est reparti chez un jeune là, qui est passionné. Ouais. Là c'est pareil, tout ça, je sais pas, mes enfants, enfin, je pense pas que ça les intéresse. Et puis les appartements modernes maintenant, ça... Si on met un truc ancien, c'est bien, mais pas comme nous, plein des murs. D'ailleurs, l'autre jour, il y a des gens qui sont venus, des représentants pour les chauffages, ils étaient un peu étonnés, hein, ils sont restés comme ça. Vous voyez la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure, là celui-ci il est 15e, avec sa tête de boxeur. Là c'est 16e. Tout en buis. Alors les bras ne sont pas d'origine, hein. C'est sans doute c'est du buis, mais les bras ont été refaits. C'est pas le même bois, hein. C'est 16e ça. Ça c'est 15e aussi. Alors le visage est assez marqué, hein, au 15e. Ça c'est 19e, comme on a vu tout à l'heure. Les détails, ça permet de voir de près quand même, avec les toiles d'araignée. Alors, le travail de la couronne d'épines. Hein, fallait... Il y a un vrai travail. Ouais. J'en ai eu un qui avait l'index de cassé et les 2 doigts là, puis il avait le doigt comme ça là. Il faisait un doigt d'honneur. J'ai dit, je vais pas le garder quand même. Bien involontairement. Alors ça, c'est un petit Jésus qui vient d'une... C'était une vierge, on voit la main de la vierge d'ailleurs, c'était une vierge à l'enfant, il n'y a plus que l'enfant. Bon, je pense que ça a dû être, au cours des siècles, ça a été désolidarisé, c'était en 2 parties il me semble. Ça c'est du 15e aussi, avec les petites bouclettes. Là c'est une Pietà du 1500 aussi, trouvée à Emmaüs, dehors. Avant qu'il pleuve, parce que si ça avait plu, il n'arrivait plus rien. Les 2 Christ sont des Christoliens. Les Christoliens, ça a été représenté à partir du 15e jusqu'au 17e, 18e. Alors celui-ci est très typique, mais alors l'autre, il a dû faire des séances de bodybuilding aussi, oui, parce qu'il se retrouve avec des abdominaux où il a trop mangé, je sais pas, il n'est pas très élégant. Alors ça n'a rien à voir avec les crucifix, c'était une boîte à diable. Il n'y a plus de couvercle malheureusement, et puis on fermait, on appuyait sur le bouton, et c'était censé faire peur aux enfants. Alors quand les petits enfants viennent, je mets une cloche en verre dessus, parce qu'ils sont trop tentés de... Alors ça c'est pas des vrais, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un... Ce sont des... un presse-papier. C'était les banques qui donnaient ça dans le temps. J'ai mis un rat dessus parce que je trouve que ça va bien avec l'or, le rat. Alors ça c'est remarquable comme travail. Regardez un peu. La finesse et ça fermait. Alors j'ai refait un peu une réparation. J'ai mis parce que c'est vierge de voyage et ça fermait comme ça. Hop. Et puis quand il voulait prier, il l'ouvrait, il découvrait la... Mais c'est incroyable hein, le travail. Je sais même pas comment ils pouvaient faire ça. Je ne sais même pas si avec nos instruments modernes on arriverait à sculpter l'ivoire comme ça. Si on voit ça avec une loupe, il y a les yeux, il y a tout. Hein. Ah, j'arrive même pas... Hein? Ouais. Je trouve ça beau. Comme, dans la miniature, hein, c'est formidable. Hein. Alors une représentation de Christ très ancienne aussi, c'est assez émouvant parce que c'est simple, quoi. C'est une vierge gothique aussi en buis. Vous voyez, j'ai plus de place moi maintenant. Alors, quand je trouve quelque chose, j'hésite. À moins que ce soit vraiment quelque chose de bien. Hein.
Et puis, on verra la prochaine fois s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. J'ai aussi une collection de cannes qu'on pourra détailler. Parce qu'il y a des cannes de tous les modèles, de toutes les époques. Mais là, j'arrête. Le porte-canne, c'est un obus pourtant que les Allemands nous ont envoyé sur la tête en 14. Il est trop petit, il n'en veut plus. Alors, j'en ai trouvé. Puis j'en trouve tout le temps, alors c'est ça qui m'énerve. C'est ça, j'arrive pas à arrêter la collection, quoi. Parce que, ouais. On verra ça la prochaine fois, hein, si ça peut faire l'objet d'un petit discours.